BFM Bourse, le club de la bourse. Aujourd'hui, 44 pays voient leur population diminuer du fait du vieillissement démographique. Ils seront en 2050 88 des pays qui devraient voir leur population diminuer du fait du vieillissement. On aura 1000 fois l'occasion d'y revenir et donc le replay consultable pour vous qui nous écoutez, nous suivez à la radio, à la télé, le club, tout de suite aussi jusqu'à la clôture. Nos coéquipiers, nos experts viennent de s'installer. Louis de Montalembert est le président de Pléiades AM. Bonsoir Louis. Bonsoir Guillaume. Alexandre Taïeb nous rejoint également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Guillaume. Bienvenue, analyste et gérant de Sycomore Asset Management. On est content de vous retrouver, même si l'Europe sous-performe Wall Street aujourd'hui. Wall Street progresse, l'Europe recule un petit peu. Est-ce que si les taux des banques centrales, BCE et Fed, restent élevés très longtemps, l'Europe en souffrira plus que les États-Unis? Oui. Alexandre. Oui, la réponse est oui. Tout simplement pour une raison simple, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la croissance US est bien meilleure que la croissance en Europe, c'est que le message qu'avaient envoyé les banquiers centraux, c'est on arrête, maintenant il faut que la politique budgétaire prenne le relais. Et la politique budgétaire aux États-Unis, elle a très bien pris le relais, peut-être même un peu trop bien, on va peut-être y venir, mais à coût de 7% de déficit par an, c'est le cas cette année. Le budget proposé par Biden pour l'année prochaine, c'est également 7% de déficit, alors il va être discuté, mais on sera probablement dans ces eaux-là. À l'inverse, en Europe, on peut absolument pas faire ça. Et on peut absolument pas faire ça pour une seule raison, c'est qu'on est sous les critères de Maastricht, même s'ils sont pas respectés, on va pas jusqu'à 7% de déficit. L'Italie est en train de négocier pour faire du 4,5% l'année prochaine. Donc en fait, le relais de croissance, disons que pour que les taux plus haut, plus longtemps fassent moins mal à l'Europe, elles vont passer par les discussions sur le pacte de stabilité qui sont primordiales, c'est-à-dire que il va falloir à un moment donné mettre de l'eau dans son vin, notamment pour les Allemands, en disant au moins cette chose-là, à savoir que dans des années exceptionnelles ou dans des conditions économiques extrêmes, on peut aller chercher plus de déficit que ce qu'on en ferait d'habitude. Donc voilà, oui, ça fait bien plus mal, on le voit sur les chiffres de croissance, et ça a moins d'effet sur l'inflation. Oui, en plus. En plus. Et ce qui est peut-être inquiétant, c'est qu'on n'est qu'au tout début de l'impact sur l'activité des hausses de taux de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que vous dites des taux élevés, ça fait plus mal à l'activité en Europe qu'aux États-Unis. Oui. On le voit déjà et on n'est qu'au début. On n'est qu'au début. L'effet plein du cycle de hausse de taux, ce sera probablement pour la mi-2024. Donc oui, l'activité risque de continuer à ralentir, à moins que... Il y a quand même, comme je le disais, il y a peut-être deux relais de croissance que je vois à court terme. On va dire les discussions sur le pacte de stabilité là dans les mois qui viennent, et surtout le point le plus court-termiste, disons, c'est le congrès du parti chinois, puisqu'en fait, donc qui sera mi-octobre. On attend, on a beaucoup d'espoir déçus de relance de la Chine. Il faut quand même se rappeler que c'est un des premiers partenaires commerciaux de l'Allemagne. Donc si la Chine relance, on peut avoir des externalités positives en Europe qui maintiennent la croissance à un niveau soutenable, disons. Oui, si la Chine relance, alors c'est l'Arlésienne, enfin si la Chine relance, l'Europe en bénéficierait pour le coup plus que les États-Unis parce que notre économie est davantage intégrée avec la Chine que l'économie américaine. Absolument. Notamment via l'Allemagne. Est-ce que si les taux restent très élevés durablement, que les banques centrales, c'est un peu l'idée cette semaine, l'idée de Jérôme Powell, que les banques centrales attendent avant de baisser leurs taux, peut-être attendent plus que ce que le marché avait imaginé jusqu'ici, est-ce que l'économie européenne en souffrira plus que l'économie américaine? Louis? Oui, mais il y a quelque chose qui en macroéconomie me semble pas nécessairement tenable. D'abord, on parle des banques centrales sur les taux courts et finalement, les taux longs ont presque plus d'impact sur l'économie ou sur tout un pan de l'économie. Or, ce qu'on oublie, c'est qu'on a quand même une inversion de la courbe des taux et le système bancaire ne peut pas fonctionner de manière durable avec des taux courts qui sont plus élevés que les taux longs, puisque le métier du système bancaire, c'est la transformation du temps. J'emprunte à court terme et je prête à long terme. Le problème, c'est que finalement, on a eu des politiques monétaires restrictives du côté des banques centrales et des politiques budgétaires expansives du côté des États. Donc déjà, on ne joue pas la même balle d'un côté et de l'autre. Alors les banques centrales disent on va réduire l'inflation et les États, finalement, jouent le jeu inverse puisqu'elles réinjectent de l'argent dans l'économie et donc elles neutralisent dans une certaine mesure les politiques des banques centrales. Le résultat de tout ça, c'est que finalement, les taux longs montent. Okay,
de manière standard, en fait, les banques centrales finançaient les États et aujourd'hui, elles retirent de la liquidité des marchés et donc il faut aller trouver l'argent sur le marché. Donc les taux longs augmentent. Mais on sait tous que l'une des équations basiques de la macroéconomie, c'est que les taux longs ne peuvent pas être supérieurs à la croissance nominale de l'économie. D'accord ? Parce que sinon, le système pète. Et donc, on peut se poser la question de la rhétorique des banques centrales, qui a beaucoup à voir avec les anticipations de l'inflation future, mais questionner la pratique des banques centrales. Est-ce que la pratique sera à la hauteur de la rhétorique ou est-ce que la rhétorique est là pour installer une psyché collective ? Moi, j'ai tendance à penser que c'est de la rhétorique et qu'on ne peut pas tenir à long terme cette inversion des courbes des taux. Et que, par conséquent, j'ai du mal à imaginer, mais une fois de plus, je ne suis pas économiste, mais quand j'observe le passé, j'ai du mal à imaginer qu'elle puisse véritablement maintenir les taux courts à un niveau si élevé, sans qu'on aille visiter quelques accidents industriels du type de celui des banques régionales américaines l'année dernière, enfin en mars, pardon, je nous projette un peu loin, mais qui tout de suite ont forcé la Banque centrale à réinjecter massivement des liquidités. Donc, je ne suis pas trop sûr que tout ce système soit tenable à long terme. Après, les États-Unis sont historiquement beaucoup plus flexibles. Donc la réponse est oui, puisque j'ai fait une longue digression sans véritablement répondre à la question. Oui, l'Europe souffrira plus des taux élevés dans la durée. Parce que le problème, c'est que l'Europe est extrêmement rigide. Oui, c'est le terme que je cherchais, mais presque avec de la sclérose. Il y a plein de membres, donc il y a des articulations, et dans ces articulations, il y a la sclérose. On commence à être un peu vieux, quoi. Voilà, exactement. Là où les Américains ont une forme de flexibilité, où ils peuvent baisser très vite leur déficit budgétaire, les réaugmenter, faire appel à un marché qui est beaucoup plus vibrant que le marché européen. Donc oui, l'Europe va plus souffrir. Mais vous pensez que la Fed bluffe ? C'est-à-dire qu'elle pourrait néanmoins baisser ses taux plus vite que ce qu'elle a laissé entendre, notamment dans le communiqué d'avant-hier ? Je pense qu'elle communique. C'est ça. Voilà. Dans communiqué, il y a communique. Oui, non. Le communiqué, d'ailleurs, était un peu plus dur que le propos de Jérôme Powell pendant la conférence de presse. Donc, peut-être des bonnes surprises à venir, on verra. En tout cas, le marché, désormais, anticipe une première baisse de taux. Alors, début septembre, c'était à horizon 8 mois. Désormais, c'est à horizon 12 mois. C'est ce que nous signale Stéphane Déo, qu'on suit régulièrement pour Eleva Capital, sur les réseaux sociaux. On peut suivre, c'est toujours très intéressant. Autant avant la réunion de la Fed, au début du mois, le marché anticipait une première baisse de taux pour dans 8 mois, désormais, après la réunion de mercredi dernier, on reporte de 4 mois et c'est pour dans 12 mois. Voilà. C'est ce qui explique aussi cette tension qu'on a vue toute la semaine sur les marchés obligataires. 3 baisses d'affilée aussi à Wall Street. Est-ce que ces baisses qui se sont enchaînées à Wall Street, même si aujourd'hui c'est un peu mieux, sont aussi liées à la menace, au risque d'un shutdown ? L'échéance approche, 30 septembre. Il faut qu'un accord soit trouvé sur le budget 2024. Pour l'instant, on n'y est pas. Lors d'un des précédents shutdowns où il n'y avait pas eu d'accord, en 2018-2019, l'absence d'accord avait entraîné une baisse du S&P quand même de 10%. Donc ça peut être douloureux en bourse. Est-ce que vous pensez que la perspective d'un possible shutdown explique aussi la fébrilité des marchés en ce moment ? Alors, un impact de 10% en 2018-2019, c'était quand même un des plus longs shutdowns de l'histoire. Et finalement, le marché s'en était remis. Donc en temps normal, je vous aurais dit non. C'est pas tellement un gros risque pour le marché. Néanmoins, dans la psychologie de marché actuelle, qu'on trouve particulièrement fragile, fébrile, ça peut être un déclencheur de catalyseur baissier et on peut avoir effectivement le même effet. Néanmoins, le premier scénario, à mon sens, c'est qu'ils arrivent quand même à un accord. Qu'on n'aille pas jusque-là. C'est ni dans l'intérêt du gouvernement américain, ni dans l'intérêt des républicains, même s'il y a une échéance électorale l'année prochaine. Ils vont se renvoyer la balle. C'est les républicains qui ont fait baisser la croissance, qui ont effondré le pays. Non, c'est l'autre. Donc ça va dans l'intérêt de personne. Donc finalement, je pense qu'ils vont atterrir sur un accord. Biden va peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin au niveau du déficit, mais je vois pas le shutdown arriver. Je pense qu'en last minute, ils vont encore valider un accord sur le budget. Là-dessus, un regard, Louis ? Oui, en fait, c'est un psychodrame à l'intérieur du Parti républicain. En réalité, les républicains sont d'accord avec la Maison-Blanche. Simplement, il y a 10 députés américains du Freedom Caucus
qui font un jeu de pouvoir. Et vu qu'ils ont obtenu de Kevin McCarthy qu'il puisse être obligé de remettre son titre en jeu si quelques-uns, 5 je crois, sont mécontents, c'est plutôt ça qui se joue. Mais il y a une vraie fureur de la part des républicains modérés qui n'ont aucune envie de rentrer dans ce débat-là à ce stade. Donc, moi, je mets une probabilité faible sur un shutdown, parce que c'est pas comme à l'époque où on avait eu une assemblée républicaine militante. Là, on a un Sénat qui est démocrate, on a une chambre qui est dominée très faiblement par les républicains qui eux-mêmes ne s'entendent pas entre eux. Donc c'est un peu de la politique de gribouille de la part du Freedom Caucus qui crée ceci. Mais effectivement, il y aura un shutdown. Je suis d'accord avec Alexandre. On a quand même une fébrilité de la psyché de marché aujourd'hui qui fait que de manière... Alors, c'est transitoire, on a peur, voilà, on joue dès qu'il y a un petit peu d'incertitude, les marchés baissent, mais ça ne dit rien sur la tendance profonde ou fondamentale des marchés qui ne s'attachent pas à ce genre d'événement, pour être honnête. Sauf que dans les prochains trimestres, l'aléa politique va de plus en plus monter, renforçant l'incertitude. On va vers la présidentielle américaine dans un peu plus d'un an. Bon, ici en Europe, il y a des élections européennes en vue. C'est David Krug qui nous accompagne régulièrement dans ce rendez-vous et qui nous expliquait en début de semaine que en 2024, avec les élections européennes ici et les élections américaines, 60% de la market cap mondiale, 60% sera sous élection. Oui, mais elle dure 24 heures, l'élection. En fait, oui, mais il y a toute la campagne qui précède, bien sûr, mais avec peut-être des concessions par-ci par-là, aux demandes d'augmentation salariale par exemple. On pense aux grèves dans les usines aux États-Unis à l'approche de la présidentielle. Enfin, ça peut avoir un impact. Ah oui, alors ça, au niveau politique, effectivement, ça a un impact. Typiquement, la grève sur l'automobile a un impact sur le marché. Mais en termes politico-politiques, les échéances électorales, oui, elles peuvent amener un petit peu de stress. Oui, elles peuvent amener parfois un grand mouvement sur le marché, mais derrière, elles sont digérées. On en a eu des élections récemment qui étaient assez étonnantes, et puis le marché s'en accommode finalement. C'est-à-dire que tant que le système tient et tant que la tendance économique est respectée, globalement, il n'y a pas de chamboulement politique qui ferait aujourd'hui, à moins d'avoir quelqu'un complètement hors système, qui ferait que le marché s'effondrerait, ni sur les élections européennes, ni sur la présidentielle américaine. Oui, mais le problème, c'est la campagne. C'est que pendant une campagne, on essaie de se montrer le plus bienveillant possible, et qu'il y a un certain nombre de revendications en ce moment, notamment de hausse de salaire, qui ne font pas les affaires de la Réserve fédérale américaine, qui ne feront pas non plus les affaires de la Banque centrale européenne. C'est ça le truc, c'est que l'ambiance sera de plus en plus politique, et on va peut-être vers des décisions qui feront de moins en moins le jeu des objectifs des banquiers centraux, qui veulent empêcher ou essayer de diminuer les risques d'une inflation, d'une boucle prix-salaire, par exemple. Je donne cet exemple, c'est peut-être pas le seul, mais voilà. Il y a ce risque inflationniste sur les salaires, surtout si la grève dans l'automobile donne des idées à d'autres corps de métier ou d'autres syndicats. Il peut y avoir une inflation salariale assez forte. Vous parliez des négociations sur le pacte de stabilité. On va aller vers les élections européennes là, dans quelques mois. Est-ce que finalement, effectivement, on va pas aller vers plus de souplesse justement dans le futur pacte de stabilité, parce que voilà, il faut essayer d'éviter de trop serrer la ceinture à l'approche des élections. Ce serait une bonne chose, ce serait plutôt un impact positif. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Oui, absolument. Non, mais la campagne, les annonces, évidemment, peuvent avoir un impact. Maintenant, cet effet d'annonce a un effet sur le marché qui, en général, est relativement court. Mm-hmm. Oui, on essaye de faire monter en mayonnaise régulièrement le risque politique en se faisant des frayeurs, mais la vérité, c'est que si on regarde 2016, où il y a eu le Brexit, qui était quand même la terre inconnue par excellence, ça a baissé 2 jours, derrière ça a tout repris, après on s'est dit Trump est élu, ça a paumé quoi, 4-5%, et derrière ça a monté. Pourtant Trump a de quoi provoquer des catastrophes. Donc finalement le risque politique, Meloni qui arrive au pouvoir en Italie, les néofascistes, enfin ça, c'est quand même des mauvais souvenirs. Je veux dire, si Mélenchon n'est pas élu président de la France, je ne vois pas le risque politique qui peut véritablement faire peur au marché. 60% de la market cap mondiale sera sous élection en 2024, donc en campagne électorale entre les marchés européens, les élections européennes et les États-Unis avec la présidentielle américaine. Voilà, c'est intéressant.
C'est une grosse année quand même Ça électorale. s'appelle une coïncidence. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Le CAC 40, on est ensemble en direct, est en léger repli. Maintenant, un quart d'heure de la clôture, on perd 0,46% en ce moment à la Bourse de Paris. L'Eurostock 50 perd également 0,19% en ce moment. Du coup, entre Wall Street et l'Europe, vous le disiez l'un et l'autre, c'est peut-être l'Europe qui souffrira le plus de taux durablement élevés. L'activité européenne qui s'écarte de plus en plus de la trajectoire américaine. Les écarts de PIB sont de plus en plus importants entre les deux rives de l'Atlantique. En tant qu'investisseur et en tant que gérant, ça signifie qu'il faut désormais de plus en plus, peut-être plus encore qu'avant, privilégier Wall Street que l'Europe, dans la mesure où les écarts de PIB sont en train de s'amplifier ou pas? C'est effectivement le premier niveau de lecture potentiel. Néanmoins, les attentes sont quand même très très négatives. Donc on n'est pas à l'abri de certaines surprises positives, je mets plein de guillemets. Sur l'Europe. Les chiffres seront quand même mauvais, mais moins mauvais que ce qui était attendu, et ça peut relancer un petit peu le marché. Mais effectivement, oui, ce qu'on fait en allocation aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à essayer de désexposer un petit peu sur l'Europe pour réexposer sur les États-Unis, d'autant plus que ça nous donne une exposition dollar qui, dans un marché fébrile où on sent que quelque chose peut craquer du jour au lendemain, nous apporte une couverture naturelle de plus. Donc oui, il y a ce mouvement-là. Après, comme je disais, ça peut changer du jour au lendemain. Vous avez typiquement une annonce de relance de la Chine, ça va relancer l'intérêt sur les actions européennes. En revanche, je pense qu'il y a un argument qui aujourd'hui fait moins poids dans les allocations, malheureusement, j'imagine que ça nous coûte à tous les deux ici présents, c'est la valorisation. Le fait que le marché européen soit moins cher que le marché américain ne joue plus du tout dans les allocations. Et on peut même aller plus loin. Si la valorisation jouait encore, les petites capitalisations repartiraient un petit peu en hausse, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a un mouvement vers les États-Unis, puisque l'économie semble plus rassurante. Néanmoins, attention, un rebond de l'Europe, une surprise moins négative ou une surprise même plus positive que prévu pourrait faire réaugmenter le marché. L'Europe ou les États-Unis, quand on est investisseur, c'est vrai que l'Europe est moins chère que Wall Street. Guillaume, ça fait 15 ans que je fais ce métier. J'ai monté ma boîte il y a 15 ans. J'ai géré des fonds actions européennes et chaque année, on disait à nos investisseurs, cette année, c'est l'année de l'Europe. Chaque année. Et je ne crois pas que sur les 15 ans, les bourses européennes aient fait même une seule année, une année mieux calendaire que le marché américain. Il y a eu 6-8 mois où l'Europe a fait un peu mieux, il y a un an. Mois, super. Et puis après, c'était 2004-2006. Voilà, donc si vous voulez, on peut rêver encore de se dire, 2024, c'est l'année, mais je l'ai fait tellement longtemps, ce rêve-là, que j'ai cessé de le faire, et finalement, je le comprends, parce qu'aujourd'hui, je suis essentiellement investi dans des sociétés américaines, et finalement, quand on regarde la tech qui prépare le monde de demain, finalement, en Europe, c'est d'une pauvreté. En fait, quand les gérants français s'excitent sur Dassault Systèmes en disant c'est la merveille tech française, c'est 10% de croissance. Je veux dire, aux États-Unis, vous avez des groupes équivalents qui font 20, 30, parfois 40% de croissance avec des taux de profitabilité qui sont formidables. Enfin, c'est juste pas le même terreau. Pas le même terreau économique, donc Alexandre a probablement raison. Peut-être qu'à un moment ou l'autre, effectivement, les valorisations vont reprendre le dessus. Et je crois assez, aux small cap historiquement, qui sont plus flexibles, qui créent plus de croissance. Donc, et pour le coup, ça fait aussi des années qu'on dit elles vont se réveiller. Mais là, pour le coup, vous le pensez? Non, je le pense parce que là, pour le coup, historiquement, j'ai quand même l'expérience de 2009-2018 où il fallait être exposé small mid, qui était beaucoup plus performant que les larges. Alors que l'Europe qui surperforme. Maintenant, je garde à l'esprit que l'Europe, en tant que quantité boursière, ne dit pas ce que c'est que l'Europe avec les sociétés qui sont cotées en bourse et leur exposition. Et moi, j'ai toujours fait très attention de regarder les entreprises européennes et leur exposition internationale. Et vous avez certaines actions européennes qui tirent les marchés, qui ont des expositions internationales, qui bénéficient des croissances économiques. Mais quant à la créativité et l'innovation, j'ai peur qu'on ne la trouve pas en Europe. On dit que notre grande qualité, c'est de savoir faire des réglementations. Ça, oui, on sait faire, mais pas forcément du côté de l'innovation. On pose cette question sur nos réseaux sociaux, à nos auditeurs et téléspectateurs. Est-ce que la conjoncture française impacte le CAC 40 Non. Ils sont plus de 70% à répondre oui. Ils ont tort. Mais, enfin, vous dites non, quoi.
Non, sauf à penser que le CAC 40 est détenu par des mains françaises en partie et que la psychologie des Français influe sur la valeur des boîtes du CAC 40. Mais les boîtes du CAC 40... C'est pas le cas, quoi. Voilà, bon, bah, non, mais c'est non. Voilà, la réponse est non. La réponse est non. Ouais, voilà. C'est pareil pour vous, Alexandre. Oui, en tout cas, si ça a un impact, il est minime. Très minime. Alexandre, Andrea Twaini nous appelle depuis les bureaux de Saxo Bank. Andrea, à 10 minutes. 10 petites minutes, il est 17h25 de la clôture en Europe, on aura du mal à progresser. On y croyait il y a à peu près une heure, le CAC 40 était en train de revenir à l'équilibre et finalement on perd à nouveau là, un petit peu de terrain, moins 0,4% en ce moment, Andrea. Ouais, ça reste encore très fragile. On n'est pas non plus encore dans une vraie dynamique de rebond. Par contre, ce qui est sûr et ce qu'on retient, c'est qu'on est revenu quand même suite à la décision de la Fed sur des niveaux de support qui sont importants et c'est surtout sur les marchés américains qu'il va falloir regarder parce que c'est eux qui vont servir de boussole au marché européen. On est revenu notamment sur le Nasdaq sur des niveaux de support qui sont très important et cette zone 14 687 sur le Nasdaq, c'est une zone qu'il faut absolument préserver pour éviter d'avoir un glissement plus important sur le Nasdaq. On a aussi 4328 sur le S&P qui est une zone importante à surveiller. Si on s'éloigne de ces niveaux de support, si on a une clôture au-dessus de ces niveaux de support à Wall Street, on peut espérer un biais plus optimiste la semaine prochaine sur les marchés. Sur le CAC, on a tenté de revenir un petit peu sur un cran au-dessus. Les niveaux de support, en tout cas les niveaux d'alerte sur le CAC, qui sont un peu plus éloignés. On a un niveau de support à 7134,35 à peu près et on a un niveau d'alerte nous qu'on situe à 7083. Tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux d'alerte, on peut continuer à évoluer dans un trading range 7083, 7400 ou 7435 par extension. Donc pour le moment, on n'a pas de rebond, pas de dynamique de rebond qui s'installe sur le marché, mais par contre ce qu'on note, c'est que les pressions vendeuses sont moins importantes et ça techniquement, c'est plutôt un indicateur rassurant après les 2-3 dernières séances qu'on a vécues sur le CAC qui ont été, et sur les indices américains aussi, qui ont été assez négatif suite à la décision de la Fed. Andrea, on vous retrouvera après la clôture. À tout à l'heure depuis Saxo Bank. Louis de Montalembert et Alexandre Taïeb nous accompagnent toujours. Le CAC 40 est en légère baisse. Donc on voit des indicateurs manufacturiers dans les PMI notamment peut-être commencer à s'améliorer un peu. On l'a vu en Chine il y a quelques jours. On le voit aujourd'hui, les PMI américains qui ont été publiés. Alors on est toujours en contraction sur le manufacturier. Mais ça remonte un peu et c'est meilleur qu'attendu. Est-ce qu'on se dit que sur la jambe manufacturière de l'économie, le pire est sans doute passé, qu'on a là peut-être le début d'une éclaircie à venir et peut-être donc aussi une nouvelle idée d'investissement à venir en termes de valeur et de secteur dans les portefeuilles? Alexandre. Oui, on attend de voir si c'est durable quand même. C'est une petite amélioration. On reste en zone de contraction, hein, vous l'avez dit, c'est très important. Effectivement, on a un indicateur qui est un peu meilleur en Allemagne, qui est un peu meilleur en Chine. Maintenant, ce qu'il va falloir regarder, c'est si ça tient dans le temps. Globalement, l'industrie allemande. Je sens que vous allez me parler de la Chine. Non, mais elle est quand même un peu. Enfin, il y a de la lourdeur dans l'industrie allemande aujourd'hui. C'est-à-dire que même là où ils sont spécialisés, ils commencent à prendre beaucoup de retard. Et oui, effectivement, je vais vous parler de la Chine, mais typiquement quand on regarde l'industrie automobile, ils doivent être les premiers, les Allemands, sur les véhicules électriques. Donc quand on voit le véhicule de Mercedes qui sort, on est tous très contents. Hein. Le QT, c'est super, il est très beau. Le titre prend 3% à ce moment-là. C'est un concept car, il verra la route dans 2 ans. Mais en attendant, il y a BYD du côté chinois qui est en train d'inonder le marché. Donc oui, on peut mettre des barrières au niveau de l'Europe, mais en fait, le relais de croissance structurelle pour l'Allemagne et élargissons pour l'Europe, il est un petit peu loin. Et le PMI, je voudrais quand même juste rappeler que c'est un indicateur de confiance des industriels, donc c'est quand même assez variable. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, à voir si ça commence véritablement une tendance. Il est vraiment trop tôt pour se prononcer. Louis, un regard là-dessus ou on passe directement à vos chouchous, les boîtes dans lesquelles vous investissez parce que vous pensez qu'il y a encore de la croissance demain? Non, mais justement, je vais faire une transition parce que, en fait, je suis assez négatif sur la macroéconomie, mais j'avais un débat tout à l'heure avec Alexandre où je disais, je trouve que la macroéconomie en tant qu'investisseur n'est pas opératoire. Elle permet d'expliquer ce qui s'est passé, mais c'est très difficile de déceler les forces qui vont driver les marchés à l'avenir. On essaye de le faire tous les jours, mais du coup, on regarde des petits signaux. Si je suis très négatif quand je regarde les grands agrégats, la dette mondiale, le temps de latence pour que les hausses des taux arrivent et nous frappent de plein fouet dans les mois qui viennent, etc. Effectivement, cet indicateur sur les PMI qui sont un peu meilleurs qu'attendus. Et moi, ce que je note sur mon champ d'investigation, qui sont les entreprises du cloud, c'est qu'au 2e trimestre, en fait, on a observé
une réaccélération de la croissance. Et ça nous a étonnés. Et en fait, on s'est dit, mais finalement, alors le cloud, c'est une transition économique, donc ça ne parle pas nécessairement des cycles économiques. Je pense qu'il y a un côté un peu acyclique puisqu'on a une phase d'équipement des entreprises vers des applicatifs cloud. Mais finalement, on a quand même subi un contre-coup d'une optimisation des infrastructures cloud par toutes les entreprises qui fait qu'on a eu une croissance séquentielle, c'est-à-dire d'un trimestre sur l'autre, la plus faible au premier trimestre. Donc on a eu clairement un vent de face des entreprises qui essayaient d'optimiser les applicatifs qu'ils utilisaient. Et au deuxième trimestre, on a eu un rebond extrêmement significatif. Et ça, on s'est dit, c'est quand même un signal de quelque chose qui se passe. Et effectivement, il y a eu un discours prévalent de « oh là là, le ralentissement économique, on va peut-être faire un hard landing, on va vers une récession ». Et comment réagissent ces entreprises dans ces cas-là ? Elles ferment les robinets, à un moment, elles se disent « on va réfléchir, on va optimiser ». Et donc ça, c'est un vent de face dans la phase d'investissement. Et puis finalement, quand au bout d'un moment, elles voient qu'aucune catastrophe n'est arrivée, ça ne veut pas dire qu'elle remène plein gaz, mais elle recommence un petit peu business as usual. Et donc nous, c'est ça qu'on observe, et je pense que ça doit être lisible un peu plus largement que juste sur le cloud, mais on trouve que c'est un signal intéressant, c'est qu'on a un vrai redémarrage de la croissance des ventes. Intéressant, effectivement, ces signaux. On achète quoi, du coup, en termes de valeurs, comme ça, pour des idées, hein. Ce n'est pas des conseils, hein, mais des valeurs dans lesquelles vous croyez, en tout cas, l'un et l'autre. Alexandre. Je vais plus parler de biais et de secteurs, étant donné qu'on attend quand même une récession à venir en Europe, on va plutôt se porter sur les défensives et moins sur les cycliques. Assez logiquement, donc la santé, la consommation de base, mais même la tech. En fait, la tech... c'est défensif, la tech ? C'est défensif, c'est cyclique, c'est un peu tout. Ça s'adapte. La tech, ça s'adapte parce que c'est tellement l'avenir que finalement, ça marche dans beaucoup d'environnements de marché. La tech, c'est tout. C'est un peu tout. C'est tout sauf ce qui ne marche pas. C'est ça. On peut résumer ça comme ça. Non, mais on a quand même les plus grosses capitalisations de la tech qui, globalement, peuvent même jouer le rôle de valeur refuge à certains moments. Donc oui, je mets la tech là-dedans, même si c'est cyclique. Et puis, aller chercher peut-être en contrariant, en Europe, des valeurs qui sont exposées à la Chine. Il y a aussi un autre moyen de faire ça, c'est hors d'Europe, d'aller chercher les actions japonaises. J'ai pas le temps de faire un argumentaire sur les actions japonaises, mais globalement, toutes les planètes sont alignées, que ce soit valorisation, que ce soit le taux d'épargne, etc., etc. Donc, on devrait avoir des flux entrants sur cette partie-là. Et Alexandre, vous êtes l'ambassadeur de Sycomore AM ici, très branché investissement socialement responsable. Oui. Sycomore, ça a du mal, hein, l'ISR, les valeurs ESG, là. Les énergies renouvelables en particulier. Les flux de collecte en Europe comme aux États-Unis baissent pas mal sur les thématiques ESG. Enfin, comment est-ce que vous regardez ça ? Alors en fait, je prends ça avec le prisme du pétrole qui semble être un risque pour tout le monde au niveau de l'économie. Si on voit le prix du pétrole qui continue d'augmenter, notamment passer les $100, on pourra voir à nouveau un intérêt pour les énergies renouvelables assez fort. On le voit déjà sur une énergie dite propre, qui est l'uranium. Très peu de monde en parle, mais globalement, les producteurs d'uranium ont pris une trentaine de % sur les 3 derniers mois. Donc, plus le prix du pétrole augmente et plus les énergies renouvelables économiquement vont être intéressantes et donc en termes de marché aussi. Donc là, ça pourrait relancer quelque chose. Mais après, sur l'ISR en général... Mais la politisation du débat autour de l'ESG aux États-Unis, voilà, on voit des vrais mouvements anti-ESG maintenant qui montent en puissance en expliquant l'ESG, c'est woke. Bon, oui, alors ça, c'est effectivement... On imagine que ça arrivera en Europe. C'est effectivement une épine dans le pied, mais en même temps, on a la grève automobile qui peut atteindre certains titres automobiles à cause de mauvaise répartition de salaire. Et c'est aussi ça l'ESG. Ah ouais. Louis, une idée de valeur comme ça ou... Non, rapidement, la tech c'est demain, mais la tech est de plus en plus transverse. J'étais à Nashville la semaine dernière pour voir dans une conférence des entreprises. Il y avait John Deere qui a conclu son intervention en disant « Nous sommes une entreprise technologique qui, il se trouve, vend des tracteurs. » Donc il faut savoir que la tech, qui est vue comme un secteur dans la bourse, est de plus en plus transverse. Et donc c'est vraiment à ne pas négliger. Merci messieurs de nous avoir accompagnés, nos coéquipiers du club. Replay à suivre sur notre site BFM Bourse. Louis de Montalembert, Pléiade AM, Alexandre Taillep pour Sycomore AM.